Au large de l'Italie, la mer Tyrrhénienne recèle deux joyaux. Des archipels extraordinaires. Ils comptent des îles sublimes, comme la mythique Capri, la belle Ischia et son incroyable château perché, et la lumineuse Procida, qui scintille de 1000 couleurs. Perdues au large, trois autres îles plus sauvages, Ventotene, Ponza et Palmarola. Des paradis à la nature flamboyante et intacte. Embarquez-vous pour un voyage inoubliable dans les îles romantiques. Les deux archipels s'étendent le long des côtes, en remontant de Naples vers Rome. Au nord, les Pontines, et au sud, le Campanien. Et la magique Capri. Capri reste fidèle à sa réputation. Cette île est tout simplement fabuleuse. Et si elle est souvent envahie par les touristes, elle a su garder son côté sauvage et secret. Tout commence dans le port où les bateaux de plaisance côtoient ceux des pêcheurs. Les quais, bordés de terrasses et de boutiques, vous conduisent à la plage de Cala Grande, la plus belle de l'île. Une mer azur pour profiter de l'été. Une étape rafraîchissante avant de partir à la découverte de ce paradis enchanteur. Accrochée à la falaise, la ville de Capri s'étend sur les deux versants de l'île. Au nord, face à la baie de Naples, elle surplombe Marina Grande. Le centre-ville date du XVIe siècle. Il s'organise autour de la Piazzetta, c'est le cœur de Capri. Il se prolonge dans un charmant labyrinthe de petites ruelles étroites où il fait bon se perdre. Faire du shopping dans les boutiques de luxe et s'offrir un jus de fruits frais chez Marcella qui chante avec un enthousiasme très napolitain. Une balade inoubliable qui se termine dans la pâtisserie des sœurs Buonocore, la meilleure de Capri. Ici, tout est fait maison, même les cornets de glace. Cette pâtisserie est connue dans le monde entier pour sa recette de la tarte de Capri, la torta caprese. Voici une des spécialités de notre pâtisserie. Ce sont des caprilous au citron, de la pâte d'amande très moelleuse avec du citron frais. Mais notre grande spécialité, c'est la torta caprese. Notre recette est un succès mondial. Des copies de notre torta caprese, on en trouve partout. Mais l'original est de meilleure qualité parce qu'on utilise de la farine et pas des morceaux de gâteau. C'est juste des amandes, du chocolat fondu de qualité supérieure, du beurre, des œufs, du sucre et mon frère ajoute un tout petit peu de rhum pour renforcer la saveur du chocolat. Capri n'a pas fini de vous en mettre plein les yeux avec son relief escarpé et ses villas à flanc de falaise.
En descendant le versant sud, on arrive dans l'un des sites les plus impressionnants de l'île, les Faraglioni. Deux immenses éperons rocheux qui se dressent à 100 mètres d'altitude comme des dents de loup. Ils sont devenus l'emblème de Capri. Capri est l'une des destinations les plus romantiques au monde. Dès la fin du XIXe siècle, l'île est l'une des villégiatures préférées des Italiens fortunés, venus goûter la douceur du climat napolitain. Elle devient le rendez-vous des artistes comme Oscar Wilde ou Maxime Gorky. Depuis les jardins d'Auguste, on a une vue imprenable sur la Via Krupp. Une rue pavée qui serpente le long d'un à-pic vertigineux. Elle est fermée depuis longtemps à cause des chutes de pierre. Depuis les falaises, on découvre la Marina Piccola, une petite baie protégée. Des hôtels de luxe et des villas de rêve nichées dans la végétation. Voici la plage privée des Bains de Maria, l'une des plus sélectes de l'île. Un paradis pour milliardaires venus y amarrer leur yacht. Mais il existe aussi deux petites plages de galets. Elles sont libres d'accès. Un petit secret encore bien gardé. Les célèbres taxis décapotables de Capri vous attendent pour remonter vers le centre-ville. Depuis l'Antiquité, Capri attire les riches et les puissants de ce monde. Il y a plus de 2000 ans, l'empereur de Rome s'appelait Tibère. Au fait de sa puissance et de sa gloire, il y fit construire la plus belle de ses villas, la Jovis. Tombé amoureux de l'île, il décida d'en faire sa résidence principale. C'est un palais de 4000 mètres carrés. Les bâtiments abritaient les appartements privés de l'empereur, des thermes, des cuisines, des terrasses et des jardins. Perchée à 300 mètres d'altitude, la forteresse surplombe la mer. Au sommet, depuis la terrasse de l'église de Santa Maria del Soccorso, on aperçoit la côte amalfitaine. Vertigineuse Capri. La Villa Lysis en est la parfaite illustration. Pour y accéder, il faut emprunter un petit chemin escarpé qui file le long de la falaise. Aujourd'hui déserte, cette magnifique villa connut son heure de gloire dans les années 20. Elle était réputée pour ses soirées qui réunissaient artistes et écrivains venus se divertir dans ce qui n'était encore à l'époque qu'une île de pêcheurs. Il ne reste plus que le piano et la salle de bain. Mais on peut toujours profiter de la fabuleuse terrasse qui occupe le toit. Avec une vue imprenable sur le Vésuve.
Les jardins sont fabuleux. Au sommet, la statue du célèbre petit garçon de Capri. Depuis la petite loggia, on a l'étrange impression d'être suspendu dans le vide. La meilleure façon de découvrir Capri, c'est d'emprunter le téléphérique qui vous emmène sur le plus haut sommet de l'île, le Monte Solaro, qui culmine à 589 mètres d'altitude. Depuis le restaurant de la terrasse, Tibère a une vue spectaculaire sur la partie nord de l'île et les Faraglioni. Sur les pentes du Monte Solaro, la Capri sauvage invite à la rêverie. Un petit sentier, le Passetiello, court à travers la forêt et mène à l'église Santa Maria a Cetrella, suspendue à la falaise. Derrière l'autel, la petite cellule du prêtre ressemble à un nid d'aigle. De l'autre côté de la crête, voici Anna Capri, la jumelle de Capri, mais avec une atmosphère complètement différente. Longtemps oubliée des touristes, elle a su rester authentique et c'est devenu un passage obligé pour les amoureux de l'île. Au centre, voici une étrange maison rouge. Elle fut construite au XIXe siècle par un vétéran de la guerre de sécession, le colonel américain McCohen. C'est devenu un musée. Son style est un mélange d'influences venues d'Amérique latine et d'Afrique du Nord. Sur la piazza San Nicola, voici l'église monumentale de l'archange Saint-Michel. Elle abrite de magnifiques toiles du XVIIIe siècle, comme la Madone de Paolo de Matteis, et une collection de personnages de la crèche napolitaine traditionnelle, le Présepe. Mais elle est surtout célèbre pour un chef-d'œuvre. Un sol pavé de céramique unique au monde, qui représente des scènes du paradis originel d'Adam et Ève. En vous promenant dans les rues d'Anna Capri, vous ne pouvez pas manquer Antonio Viva, le fabricant de sandales le plus célèbre du monde. Voici le modèle classique. Le style de Capri. Il a inventé le style Capri, les sandales que les stars s'arrachent depuis les années 60. Je crée le design. Celles-ci, je les ai inventées pour Jennifer Lopez. Tu vois, le design est superbe. J'ai fait des sandales pour Jackie Kennedy dans les années 60. J'avais 17 ans. Sur la vitre, des photos souvenirs avec des stars comme Richard Gere. Je suis un artiste. Je suis un personnage célèbre. Je suis comme le pape. Je suis une institution. Je travaille pour tout le monde.
les riches comme les pauvres, pour les gens célèbres et pour les inconnus. Je suis un professionnel, tu comprends? L'église Santa Sofia donne sur une petite place, ornée de bancs, décorée par un artiste local, Sergio Rubino. Il a peint avec talent des scènes de la vie traditionnelle sur l'île de Capri. À l'entrée d'Anacapri, la villa Michele est incontournable. Elle a été construite dans les années 1880. Elle est née du rêve de l'un des plus grands écrivains suédois de la fin du XIXe siècle, Axel Munt. La Villa Michele fut construite à partir des plans qu'il avait dessinés sans l'aide d'un architecte. Et elle est telle qu'il l'avait imaginée, avec, selon ses propres mots, autant d'air et de soleil que possible. La Villa Michele est un endroit à part, isolé de l'île. Axel Munt était un amoureux des arts et il a décoré sa villa avec de nombreuses reproductions de statues grecques, comme cette magnifique Artémis. La position de la villa est exceptionnelle. Les jardins surplombent un précipice de plus de 300 mètres. Mais le clou de la visite, c'est le sphinx de grès, qui regarde Capri depuis une fenêtre ouverte sur le vide. Capri est aussi une île agricole. De nombreux oliviers cultivés en terrasses étroites s'étendent le long de la côte ouest. C'est la récolte. Les olives seront pressées pour donner une huile merveilleuse, l'or de Capri. Les oliviers étaient restés longtemps à l'abandon. C'est grâce au travail de passionnés comme Antonio de Turris que l'or brille à nouveau. C'est l'or de Capri à cause de sa couleur, qui est à la fois le jaune de l'or et le vert de l'olive. Voilà les olives tombées de cet arbre, évidemment. Aujourd'hui, on fait toujours la récolte à la main, mais on utilise aussi des outils mécanisés qui nous sont d'une grande aide. Les olives sont en route pour être transformées en liquide précieux. Une cuvée d'à peine quelques centaines de bouteilles par an, qui font la fierté d'Antonio. En route maintenant pour Ischia, la plus grande des îles de l'archipel campanien. Elle compte les plus belles plages de la baie de Naples. Le petit port d'Ischia, avec ses maisons colorées, accueille les visiteurs venus à la découverte de cette île restée longtemps secrète. Dans les rues tranquilles du centre historique, l'atmosphère est détendue. Ischia est avant tout une île de pêcheurs. Les Napolitains viennent ici le week-end pour profiter de la plage.
Mais à l'horizon se dresse une cité fortifiée bâtie sur un piton rocheux. Le Castello Aragonese semble flotter sur la mer. C'est une forteresse monumentale qui servit de refuge aux habitants d'Ischia face aux invasions barbares et aux pirates. Les terrasses offrent une occasion unique d'observer la baie et les magnifiques hôtels de luxe avec leurs plages privées. Le temps d'une photo souvenir. Au XVe siècle, Ischia était sous la domination espagnole. Pour protéger Naples, le roi d'Aragon fit construire le Castello sur les ruines d'une ancienne ville romaine. Elle devint une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants. Le Castello avait une étrange réputation. Dans le couvent de Santa Maria della Consolazione, les nonnes respectaient un rituel macabre. Elles devaient veiller les morts jusqu'à leur décomposition dans ces cryptes obscures. Au XVIe siècle, la ville vit son âge d'or. C'est une place forte où le prince d'Aragon accueille des souverains des cours princières du monde entier. En descendant vers les anciens jardins du prince, on aperçoit une dernière fois Capri, qui se dresse à l'horizon. Ischia est renommée pour sa gastronomie. Une cuisine simple et goûteuse, avec des produits frais et locaux. Nous avons rendez-vous avec Marco Tagliarcio, un chef créatif qui tient l'un des meilleurs restaurants de l'île. Au menu, des linguines aux anchois avec des tomates cerises. On utilise des anchois marinés dans l'huile comme base pour le bouillon. Et ensuite, les tomates, et juste avant d'ajouter les pâtes, on met des anchois fraîches. On prend une gousse d'ail entière et on l'écrase avec les mains. On verse de l'huile. On n'hésite pas, parce qu'ici, on met beaucoup d'huile quand on cuisine. On ajoute aussi des capres, juste ce qu'il faut. On met sur le feu. On attend le moment où l'anchois commence à frire dans l'huile du bouillon. On prend la moitié des anchois fraîches, on garde le reste pour la fin. On rajoute les tomates et on met du basilic. C'est un plat avec du basilic. Du bouillon, mais à peine une louche. Parce qu'on utilise des tomates entières, non coupées. On égoutte les pâtes. On rajoute la dernière moitié des anchois fraîches que l'on avait gardées. Et si on veut, on met un peu de piment local, le peperoncino. Et voilà nos linguine aux anchois fraîches et aux tomates cerises. Au nord de l'île, il ne faut pas manquer de visiter Forio, un petit port tranquille et charmant, loin des circuits touristiques. C'était le centre culturel d'Ischia. Dans les années 50, il était fréquenté par des artistes comme les écrivains Pablo Neruda et Alberto Moravia, mais aussi Jackie Kennedy, Liz Taylor ou le cinéaste Pier Paolo Pasolini.
Aujourd'hui, Forio a retrouvé son calme. C'est le meilleur endroit pour profiter des plus belles plages d'Ischia. Plus au sud, le rocher du Scoglio protège la plage de Sant'Angelo, une petite bande de sable fin au bout d'un village aux maisons colorées qui en font un décor de carte postale. C'est un lieu de villégiature par excellence. L'endroit parfait pour goûter la dolce vita à la mode napolitaine. Les parasols multicolores donnent le ton. À Sant'Angelo, l'été semble durer éternellement. Destination Procida, la troisième et la plus petite des îles campaniennes. C'est un endroit extraordinaire. À la fois lumineuse et sombre, Procida raconte une histoire haute en couleurs. L'extrémité ouest se prolonge en une superbe plage de sable volcanique, la Sierraciello. Des eaux peu profondes, idéales pour la baignade. C'est la meilleure plage de l'île et aussi la plus étrange. Nés de la colère du Vésuve, les cendres d'une antique éruption ont laissé ces deux étranges faraglioni, des empilements de tufs aux formes insolites. Perché sur un éperon rocheux, voici la forteresse de Terra Murata. Comme le Castello Aragonese d'Ischia, elle a été construite pour protéger l'île des pirates. Les habitations furent construites les unes contre les autres, comme une muraille percée d'étroites ruelles. Le centre du village, avec sa petite place et ses maisons colorées typiques de l'architecture des côtes napolitaines, égaye l'atmosphère autrefois hostile qui régnait en ces lieux. En 1830, le palais du gouverneur fut transformé en prison. Elle ne ferma ses portes qu'en 1988. Aujourd'hui, ce bâtiment du XVe siècle est à l'abandon et reste fermé au public. La baie de Terra Murata recèle un fabuleux trésor. La Marina des Coricella, qui scintille de 1000 couleurs. Face au soleil couchant, les loggias et les terrasses en amphithéâtre descendent en cascade vers un petit port de plaisance. C'est l'un des endroits les plus magiques d'Italie. Ici, les voitures ne circulent pas et le temps semble s'être figé dans un film italien des années 50. D'ailleurs, c'est ici qu'ont été tournés Le Postier, qui reçut l'Oscar en 1996, et le talentueux Monsieur Ripley avec Jude Law et Matt Damon. En se perdant dans les ruelles, on fait parfois des rencontres étonnantes. Dans cette petite boutique,
on trouve les personnages de la crèche napolitaine, le Présepe. Dans son atelier, Antonio Lamura travaille sur sa dernière commande. Il utilise du bois, du carton et du liège. La tradition de la crèche napolitaine, le Présepe, remonte au XVIIe siècle. Je fais ce travail depuis de nombreuses années. Au début, c'était un hobby, et puis c'est devenu mon métier. Tout cela sort de mon imagination. Mais j'ai aussi l'expérience d'années de travail, et c'est ainsi que mes crèches prennent vie. Les crèches représentent la nativité, mais elles intègrent aussi de nombreux personnages profanes issus de la tradition napolitaine. Antonio Lamura est un véritable artiste, comme en témoigne la finesse des détails et l'expressivité des visages. Le grand Édouard Philippe, avec sa machine à café. Et voici le pasteur napolitain du XVIIe siècle, Saint Joseph. La tête est en terre cuite, les pieds et les mains en terre cuite et les yeux sont en verre. Je l'ai fait entièrement à la main. Et voici Polichinelle avec le masque napolitain. Polichinelle est emblématique de Naples. Comme chaque région d'Italie a son masque, à Naples, c'est celui de Polichinelle. Nous partons maintenant plus au nord, à la découverte de l'archipel des Pontines, 3 îles perdues en mer. Changement de décor. Les Pontines sont sauvages et escarpées, bordées de falaises impressionnantes. Elles cachent des calanques secrètes et des lagons turquoises. Au sud de l'archipel, Ventotene ne fait que 3 km de long. Un confetti au milieu de la mer tyrrhénienne. C'est une réserve naturelle et une zone marine protégée. La végétation est plantée de figuiers de Barbarie. Ventotene est un havre de paix. Un petit paradis encore préservé. Les habitants se donnent rendez-vous sur la place de l'Horloge pour se retrouver le temps du week-end. Ici, tout le monde se connaît et l'atmosphère est détendue et chaleureuse. Le petit centre se perd dans un dédale de ruelles colorées. Les restaurants ouvrent les terrasses qui surplombent une petite plage de sable noir. Plus loin, la côte prend du relief. Des grottes naturelles connues depuis l'Antiquité pour être un repère de pirates. Ventotene est une rebelle.
Sur l'île voisine de San Stefano, un pénitencier abandonné se dresse toujours comme un mauvais souvenir. Durant la dictature de Mussolini, les opposants politiques y furent incarcérés. Construit à la fin du XVIIIe siècle, il fut fermé en 1965. Le port a été construit par les Romains pour abriter une garnison. À l'époque déjà, l'île servait de prison dorée pour les proches de l'empereur tombés en disgrâce. Aujourd'hui, c'est devenu le repère des plaisanciers venus de Rome pour échapper au tumulte de la capitale. Ventotene attire également les plongeurs, car les fonds marins sont parmi les plus beaux d'Italie. Le long du quai étroit creusé dans la roche, sur les terrasses, l'ambiance est familiale. C'est le moment de goûter les spécialités locales. Sur le port, impossible de rater le petit étal de Maurizio qui vend en bocaux les trésors de la garrigue. Et dans la pizzeria d'Ama Taliercio, on peut déguster des pizzas au poulpe, les tiels. La tielle a été inventée à Gaeta il y a très longtemps. Elle est née à Gaeta parce que là-bas, il n'y a que des pêcheurs et en mer, ils emportaient des tielles comme réserve de nourriture car elles se conservent très longtemps. Il y a la tielle classique avec seulement du poulpe ou bien aussi avec de la scarole et des pommes de terre. Et puis moi, j'en fais au poulpe et aux oignons, poulpe aux aubergines, avec des courgettes, de toutes les façons possibles. C'est un vrai succès. La tielle est née à Gaeta, mais moi, je l'ai réinventée dans le temps. Voici maintenant Ponza, la plus grande des îles Pontines. Pour certains, c'est l'île de l'aurore de l'Odyssée d'Homère, le royaume de la sorcière Circé. En effet, Ponza est magique. Elle s'allonge en une longue crête creusée par l'assaut des vagues. Et semble indomptable, tant ici la nature est sauvage. Le port s'incurve en une demi-lune face au levant. Lorsque la houle est forte et que les vagues font tanguer les bateaux de pêche, même les énormes ferries venus de la côte ont du mal à manœuvrer dans la rade. Dans cet écrin sauvage, le port de Ponza est un bijou paré de maisons multicolores. Les quais se divisent en deux niveaux. En haut, le passage piétonnier qui longe des boutiques, des hôtels et des restaurants. En bas, le quai d'amarrage aux façades rouges. On a l'impression d'être sur la scène d'un théâtre où l'on passe d'un décor à l'autre en changeant de point de vue. Au-dessus des quais, voici l'église paroissiale de San Silverio, le saint patron de Ponza. Elle date du XVIIIe siècle, mais elle a été restaurée dans les années 40. Les magnifiques mosaïques, ainsi que les statues et toutes les peintures de l'église, ont été réalisées par des artistes locaux. Elles racontent l'histoire de Ponza,
en proie à une nature hostile, mais protégé par San Silverio, un pape du VIe siècle qui sauva des pêcheurs du naufrage au large de l'île. La légende raconte qu'il apparut au-dessus de la mer pour les guider en sécurité. Ce miracle en fit un saint, et chaque année, le 20 juin, sa statue est promenée dans les rues de la ville. Longtemps, Ponza a vécu de la pêche à la langouste. Elles étaient transportées en Sardaigne, puis en Corse. De cette époque, il ne reste plus que des souvenirs, et aussi la passion d'un ancien armateur, Luigi Videlio. Dans son petit atelier, il réalise les miniatures extraordinaires des bateaux qu'il a fait naviguer durant sa carrière. Il fait tout de mémoire, jusqu'au moindre détail. J'ai fait ce bateau parce que j'ai navigué dessus toute ma vie. À l'époque, j'avais 17 ans. Avec ce bateau, on allait en Sardaigne, l'Ave Maria, le premier bateau. On allait de Naples à Olbia. J'ai fait ça toute ma vie, pendant 70 ans. Ma belle jeunesse. Venez. Des bateaux, Luigi Videlio en garde même dans son salon, où il a placé ses plus beaux spécimens. J'ai fait cela aussi. Comme ce chalutier minutieusement reconstitué. Les bateaux de Luigi ne sont pas à vendre. Pour lever l'ancre, il faut relever cette petite anse. Comme ça. Tu as compris ? C'est devenu une passion qui remplit le vieil homme d'une joie d'enfant. Ponza, c'est aussi une ville lumineuse et haute en couleurs. En remontant depuis les quais, on se perd dans un labyrinthe de ruelles étroites qui progressent en escalier vers le sommet de l'île. Les couleurs des façades et le blanc des rues rappellent les Cyclades. En effet, Ponza fut tout d'abord une colonie grecque. Elle en a gardé sa beauté légendaire. Au bout de cette rue, qui mène à la pointe de la Madone, voici le cimetière de Ponza. On dirait une petite ville en miniature. Les habitants fortunés ont fait ériger des mausolées aux couleurs pastel. Des caveaux sont enchâssés dans des grottes. Le cimetière descend jusqu'à la falaise. Les tombes des pêcheurs sont fleuries comme un jardin éternel face aux faraglioni de la Madone. Deux rochers qui surgissent de la mer à la pointe de Ponza. Les trois passages entre les faraglioni mènent aux grottes de Pilate. Des bassins édifiés par les Romains au 1er siècle pour l'élevage des murènes. Elles sont ainsi nommées
car la légende raconte que le gouverneur de Judée, à l'époque du Christ, était aussi celui de Ponza. Les grottes se prolongent en un réseau de canaux sous-marins. Ponza l'insoumise est un paradis pour les amoureux de la Dolce Vita. L'endroit le plus magique, c'est une petite calanque isolée, la Cala Feola. La petite plage en forme de croissant, l'eau turquoise, les barques qui flottent doucement au rythme de la mer, un petit restaurant qui donne sur une piscine naturelle, et les cabanes de pêcheurs creusées dans la falaise, d'anciennes cachettes de pirates, Cala Feola est au bout du monde. Et une fois arrivé, on n'a pas envie de repartir. Lorsque le soleil couchant embrase le port de Ponza, c'est le meilleur moment pour aller admirer la Chaia di Luna, une immense baie découpée dans une falaise de tuf de plus de 100 mètres de haut. La plage de la Lune est spectaculaire et vertigineuse. Il est impossible d'y accéder autrement que par la mer. Mais la Chaia di Luna n'est qu'un avant-goût de la plus fabuleuse de toutes les îles romantiques, Palmarola. Palmarola est la plus lointaine, la plus inaccessible, la plus sauvage de toutes les îles de la mer Tyrrhénienne. C'est une réserve protégée. Avec ses côtes escarpées, les falaises qui tombent à pic dans des piscines d'eau cristalline, Palmarola est d'une beauté à couper le souffle. En haute mer, la navigation autour des îles s'avère parfois difficile. Il n'existe qu'un seul point d'accostage sur cette île perdue. Une petite plage secrète abritée dans un cirque de falaises. La plage de galets de la Maga Circé est splendide. Quelques rares villas sont bâties sur les hauteurs, dont celle de la famille Fendi. Les falaises de tuf dessinent des formes étranges. La paroi est creusée de maisons, d'anciennes cages de pirates, aujourd'hui habitées par quelques irréductibles épris de liberté.
C'est dans ce petit paradis que se termine notre merveilleux voyage dans les archipels romantiques. Ils exaltent la puissance et la beauté de la nature. Leurs îles sont parées de plages paradisiaques, de villas de rêve et de villages multicolores. C'est la destination ultime pour les amoureux de l'Italie.